Bonjour à tous, donc merci d'être venus. On accueille aujourd'hui Bruno Andreotti, qui est professeur de physique à l'université Paris-Cité et qui est spécialiste de physique non linéaire, physique statistique, granulaire, etc. Et donc aujourd'hui, il va nous parler euh, de la façon dont se diffuse le virus qui donne le Covid, donc le SARS-CoV-2, dans l'air. Et c'est notamment des études qui ont été faites avec les étudiants de l'université. De L3 chez nous. Oui, merci, bonjour. Donc, je vais faire plusieurs choses, à fois présenter un travail de recherche. Et puis, si vous avez des questions au fur et à mesure, c'est mieux, même si je ne vais pas au bout, ce n'est pas grave, j'ai des bouts que je peux sauter s'il y a des morceaux peu compréhensibles. Et puis, il va y avoir une partie de journal club, on peut dire, qui est toujours sur le fil pour ce type de sujet à chaud, parce que même en ce moment, il y a 3, 4, 5 papiers tous les matins qui sortent. Les 2 premières années, c'était 20 papiers tous les matins, ce qui signifie que c'est bon, voilà, c'est sur le fil pour cette raison-là de proposer une lecture des choses. Donc, à la demande des centres commerciaux français et pour des raisons tout à fait conjoncturelles, m'est arrivé un mail un matin me demandant si je pouvais les aider à réouvrir les centres commerciaux en leur faisant un protocole de sécurité fondé en sciences. La raison non conjoncturelle étant que je travaille sur la microphysique des nuages depuis 3-4 ans. Et donc, ça a donné ce que je vais vous présenter. Donc, pour essayer de déterminer quels sont les risques de transmission d'un virus, eh bien, il y a une méthode épidémiologique qui existe, qui a des mérites et des inconvénients. La française fonctionne sur, on demande aux gens qui ont eu le Covid, où est-ce qu'ils l'ont attrapé, de la part de qui, dans quel environnement. Et donc, ça marche très, très bien quand ils savent où ils l'ont attrapé, c'est-à-dire dans leur cellule familiale ou à table au restaurant avec quelqu'un. Et donc, ça marche très bien là où il y a de la lumière. Mais les endroits où ça ne marche pas très bien, c'est les endroits où la transmission est anonyme, par exemple, un wagon de TGV dans lequel le virus circule par la ventilation. Et donc, pour essayer de passer par le côté de ce problème, on a essayé de déterminer le risque de transmission par une toute autre méthode, appelée avec ironie ab initio, en référence au calcul de chimie quantique, pour arriver à avoir une couverture de l'estimation du risque dans tout environnement, avec des failles qui sont des difficultés de calibration que vous allez voir. Voilà. Donc, la première bascule qu'on a opérée, ça consiste à définir le risque et à lui faire une bascule politique intéressante. Qu'est-ce qu'on appelle le risque naïvement, que j'ai rebaptisé le risque comportemental ici? Eh bien, c'est le risque pour un individu, pour l'un d'entre nous aujourd'hui, d'être contaminé. Et on voit immédiatement, personne dans la salle n'est masqué, mais moi je ne le suis pas, ce qui est pour un séminaire Covid. On est à l'étiage, on est exactement au minimum épidémique avant la vague suivante. Et par conséquent, on a une faible probabilité de le contracter ici. On peut parier ça individuellement. Pour autant, si on est les gestionnaires de ce bâtiment, eh bien, il y a des endroits dans lesquels il se propage, puisque ça va monter dans une phase exponentielle d'ici, de manière visible d'ici quelques jours. Ça fait déjà plusieurs semaines que c'est visible sur les mesures. Et par conséquent, on peut définir un risque environnemental qui ne mesure pas le risque des individus, mais qui mesure le risque de transmission. Et on le définit de la manière suivante. On suppose qu'ici, dans cet environnement, une personne est infectée. Et on va supposer qu'on reste ensemble pendant 15 jours ici,
dans les mêmes conditions que maintenant. On stationnarise la condition et on mesure le nombre de personnes qui seraient infectées si on maintenait les conditions environnementales pendant toute la durée d'infectiosité. Et ça nous donne un taux de reproduction épidémique local qui dépend juste de l'environnement, puisqu'on a supposé que quelqu'un était infecté. Et ce risque environnemental, il a 3 mérites. Petit 1, il déplace la responsabilité des individus vers les gestionnaires des établissements recevant du public, ce qui n'est pas négligeable dans une situation où, au contraire, toute la charge est sur les individus. Deuxièmement, le taux de reproduction épidémique de la société ou d'une région ou d'une ville, eh bien, c'est la moyenne du risque tel que je le définis, pondéré par le temps pendant lequel les gens sont dans tel ou tel environnement avec tel ou tel nombre de personnes. Et troisièmement, ce risque, il a un seuil quantitatif absolument figé, qui est 1. On sait que l'épidémie régresse quand une personne infectée en infecte moins d'une, et elle s'amplifie quand on en infecte plus d'une. Donc, le seuil est à 1. Et donc, on peut dire, voilà, mettez des conditions de sorte que votre risque environnemental soit 1,5, et ça va bien se passer globalement. Tout ce qu'on a à savoir pour démarrer, c'est de ce que c'est qu'un virus, c'est qu'un virus se réplique en piratant les cellules de la personne infectée. Et pour ça, elle a d'abord besoin d'établir une sorte de liaison chimique avec la cellule. Et les récepteurs, pour l'essentiel, ce n'est pas exclusivement celui-là, mais ça dégrossit le problème, sont les récepteurs ACE2. Et il existe un atlas dans le corps des endroits dans lesquels les cellules ont le récepteur ACE2, qui sont donc les endroits où le virus peut potentiellement se répliquer. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et pour autant, la spécificité de SARS-CoV-2, si on devait définir ce que c'est du point de vue du physicien, ce que c'est SARS-CoV-2, c'est un virus qui a comme spécificité d'avoir un premier site de réplication qui est dans les voies respiratoires hautes. Jusqu'à Omicron, c'était dans les fosses nasales, là, derrière le nez. Et depuis Omicron, descendu un petit peu dans la gorge pour des raisons que je vais expliquer. Et ici, il suffit un virus qui arrive à se répliquer, à passer les barrières immunitaires, à passer la barrière de mucus, pour qu'il se réplique et produise quelque chose comme 10 puissance 8 virus en voie haute. Et en voie haute, il vous met vaguement un petit peu de rhinite dans la gorge, un petit peu de raclement de la gorge, mais essentiellement, ce n'est pas là que sont les pathologies. Les pathologies, elles se développent seulement dans un deuxième temps, une fois que ce virus qu'on a soi-même produit se déplace vers les poumons par les voies respiratoires, descend en voie respiratoire basse, mais il peut passer par le sang, par le système lymphatique, par les nerfs, par toutes sortes de voies, sachant la quantité qu'on a faite. Et c'est là que sont les pathologies dans un deuxième temps. Et ce décalage entre le site de primo-réplication qui produit la masse des virus, mais ne fait pas de pathologie, et les cellules qui vont engendrer, les réplications qui vont engendrer les pathologies, c'est ça qui est spécifique et qui explique en particulier le fait qu'on puisse avoir la phase asymptomatique de propagation virale, qui explique pourquoi c'est sorti de Chine si facilement, pourquoi ça passe dans les aéroports si facilement, puisqu'il n'y a pas de symptômes dans un premier temps. Il y a à peu près maintenant 300 ou 400 articles sur les 30 000 qui sont des preuves de toute nature que la transmission du virus est principalement par voie d'aérosol. Et ça ne signifie pas la même chose quand on émet le virus et quand on le reçoit. Quand on le reçoit, c'est très facile à définir. Le virus flotte dans l'air. Les particules virales, elles sont un
le virus lui-même, environné de protéines de mucus, d'un peu de sel. Tout ça est à l'équilibre thermodynamique, ça ne s'évapore plus et ça fait à peu près 200 nanomètres. Ça dépend un peu de la taille de la gouttelette initiale et ça peut flotter dans l'air sans se désactiver pendant typiquement 1 heure. On l'inhale et ça, c'est l'argument central pour physiciens qui convainc que les physiciens, c'est que si on sait où est le site de première réplication, et on le sait parce que ça engendre quand même des picotements, puis on mesure, eh bien, on sait par quelle voie ça a été transmis. Si c'est dans les fosses nasales, eh bien, ce n'est pas parce que vous l'avez eu sur les doigts que vous avez mis les doigts sur les lèvres, parce que si on fait ça, on l'avale. C'est très bien pour des virus qui donnent la gastro. Ça se réplique dans d'autres cellules épithéliales spécifiques des virus gastriques, mais bon, celui-là, du moment que la réplication est ici, il s'inhale. Dans l'autre sens, ça peut sortir par le nez pour les mêmes raisons. Une fois qu'on en a créé 10 puissance 8, eh bien, on en exhale quand on respire. Mais ça peut sortir aussi par la bouche, par exemple, quand on parle, quand on chante. Et à ce moment-là, ça peut être à travers des plus grosses gouttelettes qui sèchent en une fraction de seconde et se mettent ensuite à flotter dans les airs. Comme ça. Donc, je ne vais pas énumérer les 300 papiers, ça serait très fastidieux, mais c'est juste pour vous donner les ordres de grandeur. Du point de vue de la littérature scientifique, le consensus sur la transmission aéroportée, c'est juin 2020. La transmission du consensus vers les journalistes, c'est 8 mois après. La transmission aux politiques, elle n'est toujours pas faite. Donc, c'est quelque chose de vraiment très important, l'activité remarquable de la science sur ce type de sujet, mais l'inefficacité à obtenir des choses. Donc, qu'est-ce que fait le virus? Eh bien, la première chose qu'on a su très vite, c'était que l'infection des poumons, c'était le gros problème. Et pour cette raison-là, les vaccins ont été optimisés pour que le système immunitaire qui protège l'intérieur du corps des pathogènes soit extrêmement bon pour empêcher cette pathologie-là. Donc, une fois qu'on est vacciné à jour de son schéma vaccinal, on a quand même des probabilités d'avoir cette forme-là très réduite. Pour autant, ce n'est pas la même chose c'est pas la seule chose qui se passe. Ça ne protège pas très bien de l'infection pour une raison importante, c'est que les cellules du corps sont spécialisées et les cellules qui sont à la surface du corps faisant l'interface avec l'extérieur, donc typiquement celles qui vont avoir la première réplication, n'ont pas le même système immunitaire que celles qui sont à l'intérieur du corps. Donc la première barrière, elle compte de manière très importante et le vaccin n'est pas un vaccin qui a été fait pour conférer une immunité mucosale qui protégerait de l'infection. Ça ne veut pas dire qu'au moment où il a été fait, il n'y avait pas aussi ça, mais précisément, le premier vaccin donc, qui donne des anticorps qui circulent dans le sang, il protégeait un peu de l'infection, un gros facteur 3 vers l'émission, un gros facteur 2, donc un facteur 6 pour la société. Ce n'était pas mal du tout pour Delta. Et la pression de sélection a fait qu'on a eu la sélection d'Omicron qui est descendue dans la gorge est moins vascularisée et on a pratiquement perdu entièrement, il reste un petit peu, la protection contre l'infection. Par contre, la protection contre les problèmes pulmonaires est toujours remarquable. Ce qui reste comme problème et qui touche assez frontalement les professions intellectuelles comme les nôtres, c'est ce que les patients ont appelé le Covid long, qui rassemble tout un tas de choses. C'est comme ça quand les patients essayent de faire reconnaître leur souffrance et que le corps médical ne les écoute pas. Ils ont toutes sortes de choses qui leur arrivent et ils mettent un non-chapeau dessus. C'est un gros avantage, c'est qu'ils arrivent à s'exprimer. C'est un gros inconvénient, c'est que ce n'est pas une manière scientifique de faire.
Et donc, il y a, et y compris, ça comprend sous ce chapeau des choses qui n'ont rien à voir avec le Covid. Ça touche un très grand nombre de personnes et je pense que c'est important de savoir que si des collègues présentent ces choses-là, il faut être attentif, disons, à minima. Le type de symptômes les plus fréquents, c'est une fatigue chronique, l'impossibilité à se lever le matin, une brume cognitive. Donc pour nous, ça se ressent par exemple impossible d'arriver à faire un calcul qu'on sait faire, impossible à lire un papier, impossible de rédiger un papier. Et tout un certain nombre de choses objectivables, par exemple, moins de glucose dans le cerveau, par exemple, activité réduite de sanguine dans le cerveau, par exemple, sous microscope, observation de microcaillots dans le sang, observable assez facilement. Par exemple, une hormone basse et, par exemple, des marqueurs chimiques du Covid. Si on prend une donnée objectivable, par exemple, présence de microcaillots sous microscope, bon, mais on n'a pas de données. Pourquoi? Parce que chaque voie va être dans un labo qui va faire cette étude, mais on n'a pas les datas. Par contre, les gens qui se plaignent ou les gens qui sont incapables d'aller au travail, ça, on sait. Mais après, il y a la durée avant qu'ils soient capables de revenir. Donc, en ce moment, en France, c'est 2 millions intégrés entre des formes légères et des formes dans lesquelles des enseignants de secondaire ne retourneront pas enseigner parce qu'ils ont peur d'être à nouveau infectés et que ça soit plus grave la fois d'après. Jusqu'à des formes qui n'empêchent pas d'aller s'asseoir à son bureau, mais qui font des diminutions cognitives. Et sur cela, on estime donc ces 2 millions en Angleterre où le système de mesure est un peu meilleur et où le système de protection sociale fait qu'on ne soupçonne pas les gens de ne pas vouloir aller au travail en ayant des symptômes fictifs. Aux États-Unis, c'est dans 10 fois plus. Par exemple, il y a l'Université des États-Unis qui a fait un sondage systématique enseignants, personnel et étudiants. Et c'est Washington, de mémoire, c'était il y a quelques jours. Ils ont trouvé 60% de gens qui avaient des symptômes longtemps au-delà de ce qu'on considère le test négatif, voilà, la fin de. D'accord? Donc, je pense que c'est une distribution continue vers toutes les gens qui ont le Covid jusqu'à n'avoir que des choses précliniques. Un peu de vieillissement organique, un peu de vieillissement du cerveau, un peu de vieillissement du cœur, mais on ne va pas voir le médecin pour ça. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut se le représenter. Les gens empêchés d'aller travailler, c'est un problème suffisamment important pour que les seuls journaux sur la planète, jusqu'à il y a 2 jours où ça a un tout petit peu changé, qui rendent compte, article après article de ça, c'est Fortune, Business, c'est les magazines pour cadres. Pourquoi? Parce que ça contribue primordialement au problème d'emploi. Alors, la protection vaccinale, on a les barres d'erreur, c'est les papiers. Chaque papier donne un nombre. Et donc, aujourd'hui, je vais être optimiste, c'est 40% de protection. Donc ça, c'est le papier qui dit le plus haut niveau de protection. Il y a des papiers qui disent moins. Donc, pourquoi? Je vais essayer de dire dans un instant, parce que ça, malheureusement, ça ne se déploie pas à partir des voies basses pour lesquelles le vaccin a été optimisé. Donc, ça signifie que statistiquement, dans les labos, il y a des collègues qui ne se plaignent pas, mais qui pourtant sont touchés par ça, parce qu'il y a une sorte de honte d'avouer un état qui s'apparente par certains côtés à un état dépressif ou un état… voilà. Donc, comment marche la science pour ça? Eh bien, un labo pousse une voie. Et cette voie, s'ils arrivent à montrer complètement que la voie existe, eh bien, ça fait un très beau papier qui montre que cette voie existe. C'est difficile de quantifier quelle fraction de ce que les patients appellent Covid long est une voie. Pour autant, il y a des beaux papiers, puis des moins beaux papiers, puis des papiers qui n'existent pas encore. Ça, c'est le statut des papiers. Donc, évidemment,
il y a des hypothèses, par exemple, le fait que chez une fraction des patients, il y ait un caractère auto-immune, mais pas tout le monde. Le fait que chez une partie des patients, on ait directement le virus qui infecte le cerveau, en particulier par les nerfs. Le fait que y ait on sait qu'il y a des virus dans le corps qui sont dormants et ils peuvent être réactivés. Et puis, d'autres choses, en particulier la persistance du virus longtemps après que dans les voies nasales, il n'y ait plus rien dans le corps. Pour autant, ça, c'est les hypothèses que, ça c'est moi qui pondère selon ce que je lis, c'est les hypothèses secondaires. Il y en a deux qui me semblent être plus fouillées, au sens que j'ai dit, plus sérieuses, plus étayées, sans pour autant être tout. La première, c'est des dérèglements du système cardiovasculaire par des voies qui sont très bien documentées et très connues de coagulation qui viennent endommager les protections du cerveau contre l'extérieur. Le cerveau a un système immunitaire complètement autonome du reste. Et en particulier, le cerveau est protégé par une barrière, simplement des cellules très resserrées qui empêchent les pathogènes de passer. Et quand elle est endommagée, eh bien, c'est open bar pour les pathogènes de rentrer dans le cerveau. Et ça, c'est autogénérateur pendant longtemps. Donc ça, c'est une voie naturelle de prolongation longtemps après que le dernier virus ait quitté le corps, d'autogénération d'un mécanisme qui laisse pénétrer les pathogènes, qui font une réaction inflammatoire, qui endommage la barrière, et ainsi de suite. Le deuxième, donc ça c'est une attaque de l'extérieur du cerveau, on peut dire. Le deuxième, c'est simplement que chez une fraction des gens, simplement d'être infecté en voie haute, eh bien, ça génère des marqueurs chimiques qui signalent le fait que les cellules sont infectées. Il y en a beaucoup des cellules infectées pour les raisons susdites. Et lorsque ces marqueurs sont transportés par le sang, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien, eux rentrent librement dans le cerveau, ils sont tout petits. Et ça, eh bien, ça peut exciter le système inflammatoire du cerveau spécifique, la microglie. Et cette réaction inflammatoire qui normalement serait bénéfique au corps, eh bien, quand elle est en overshoot, si je puis dire, elle est destructrice pour la barrière et on reprend le même cycle, mais cette fois de l'intérieur. Et on comprend pourquoi chez une fraction des patients, ce n'est pas tout le monde qui a le même système immunitaire, c'est possible d'être vacciné. Et pourtant, que comme on n'a pas le vaccin mucosal en voie haute pour l'instant, et j'espère qu'on l'aura bientôt, il y a des problèmes quand même. Donc la moyenne sur les 20% d'observation clinique du vieillissement organique, c'est autour de 4 ans de vieillissement organique. Et on comprend pourquoi c'est dur à mesurer, pas négligeable du point de vue de la santé publique d'avoir des organes qui vieillissent de 4 ans. C'est pas tout, on ne meurt pas, mais bon, 4 ans de vieillissement organique, on n'aime mieux pas. Voilà. Donc, comment mesurer le risque? Il y a un concept central dans le risque qui s'appelle la courbe dose-réponse. La courbe dose-réponse, eh bien, suppose qu'on ait défini ce que c'est qu'une dose, donc c'est comme une dose radioactive, c'est juste la quantité de virus ici qu'on a inhalé, cumulé au cours du temps. Donc ça croît avec le temps d'exposition, ça croît avec la concentration. Pour le Covid, on sait par les expériences in vitro que si on prend un tissu cellulaire et on met du virus par-dessus, le nombre de plages cellulaires qui vont être colonisées par le virus va être proportionnel au nombre de virus qu'on a mis. On met deux fois plus de cellules infectées. Donc ça, cette linéarité, ça dit qu'il n'y a pas de processus collectif. Il n'y a pas un premier virus qui vient adhérer, qui prépare la cellule pour qu'un deuxième attaque. C'est directement linéaire. Et donc, ça, c'est vrai en dehors du système immunitaire. Quand il y a le système immunitaire, on ne sait pas, mais on va dire qu'on sait. Et dans ce cas-là, eh bien, le système est poissonien. La probabilité d'être infecté, c'est-à-dire qu'un virus se réplique et démarre le processus d'amplification,
va comme 1 moins exponentielle moins A fois la dose. Et ce A, c'est donc la dose, l'inverse de la dose caractéristique pour la population sur laquelle on a moyenné cette chose. Donc 1 sur A, c'est ce qu'on appelle le quantum infectieux ou la dose infectieuse. Évidemment, mesurer la courbe de probabilité d'infection en fonction de la dose, ça peut se faire sur des petits animaux, mais normalement, ça ne peut pas se faire sur des humains. La courbe n'a pas été faite sur des petits animaux pour SARS-CoV-2, mais elle a été faite pour SARS-CoV-1, qui a pratiquement toutes les mêmes propriétés, en particulier d'être aéroporté, avec ces 5 points de mesure qui permettent d'estimer une dose en fonction de la quantité de virus qu'on a donné à ces pauvres animaux. La dose elle-même, elle dépend de deux choses, le risque. Il y a une partie biologique qui est la quantité de virus qui est exhalée par une personne infectée en moyenne. À nouveau, c'est des distributions énormes. Il y a à peu près 2 ordres de grandeur, de largeur entre les gens qui ont un très, très bon système immunitaire et les gens qui ont un système immunitaire affaibli sur ces doses. Et dans l'autre sens aussi. Et puis, ceux qui le reçoivent, eh bien, reçoivent une concentration de virus qui est diluée d'un facteur epsilon. Et ce facteur de dilution, il implique 2 facteurs ou 3 facteurs qui sont d'ordre hydrodynamique. Donc, mon domaine de spécialité, c'est d'une part, il y a une dilution qui conserve la quantité de virus. Simplement, les virus se répandent dans la pièce et leur concentration est plus faible, mais il y en a le même nombre dans la pièce. Donc ça, c'est la dilution. La ventilation, ça consiste à prendre de l'air vicié et à le remplacer par de l'air sain. Donc ça, on abaisse la concentration moyenne d'un lieu clos. Et puis, le masque qui diminue dans les 2 sens la concentration quand on exhale et quand on inhale, pas forcément avec le même facteur. Toute la quantité biologique, elle se ramène à un nombre qu'on a appelé H bar parce que ça parlait de quantum infectieux et ça faisait rigoler. C'est l'émission virale intégrée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de personnes qu'on infecterait si par exemple, je suis infecté, tous les virus que j'émets sont inhalés par des gens autour. Et à ce moment-là, c'est combien je peux infecter au maximum de gens si le facteur de dilution, c'était 1. Et donc, eh bien, ça, c'est autour de 150 à 1000 quanta, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire 150 à 1000 personnes qu'on pourrait infecter s'il n'y avait pas les facteurs de dilution. Donc, on s'est intéressé, quand on a été mandaté par les centres commerciaux, on s'est inquiété de l'aspect dilution en se disant, bon, la partie ventilation, c'est finalement très facile à calculer et très confortable, mais s'il y avait beaucoup de risques à être près les uns des autres, il faut quand même qu'on fasse ça aussi sérieusement. Donc, on a travaillé sur cette partie de dispersion qui était moins documentée, à la fois in situ en faisant des mesures dans les centres commerciaux, dans lesquels les centres commerciaux sont assez mal conçus, c'est des gros bâtiments obèses du point de vue hydraulique. Par conséquent, ils ont des prises au vent gigantesques, des prises au soleil gigantesques, et il y a des courants d'air dans les couloirs. Et c'est super pour le Covid parce que ça disperse très efficacement. Et pour le modélisateur, c'est super aussi parce que c'est presque des conditions idéales dans lesquelles il y a un vent permanent, faible mais existant, qui disperse. Les lois de dispersion, donc on les a refaites plus proprement dans la soufflerie de l'enseignement de physique expérimentale. Donc on prend un couloir tout petit, de 20 cm, un écoulement permanent, et dans cet écoulement, on injecte la bouche ou le nez de la personne qui exhale, et on regarde avec des petites gouttelettes qu'on voit, la concentration en gouttelettes. Donc ça se fait avec un simple appareil photo, et on voit de côté la lumière qui est réémise, qui permet d'attraper la concentration,
par une propriété sympathique qui est que, comme on trouve que les profils de concentration sont gentiment gaussiens, la gaussienne a une propriété, c'est que quand on l'intègre sur une ligne de tir, c'est encore une gaussienne. Donc, on a vraiment, avec des moyens très, très faciles, les choses. Ce qu'on a trouvé n'est pas du tout trivial du point de vue de la turbulence. En particulier, la taille ici, initialement, au lieu de partir en racine comme on attendrait pour une loi diffusive liée aux fluctuations turbulentes, il y a une longue zone dans laquelle ça démarre linéairement, on voit ici la taille, et ça veut dire que la concentration, donc le risque, chute beaucoup plus vite que ce qu'on on aurait dit en fermant les yeux comme 1 sur la distance au carré. Et la deuxième chose qu'on a faite, qui est beaucoup plus intéressante en pratique que la première, c'est qu'on a aussi injecté du CO2 au même endroit. Et la courbe verte, c'est les gouttelettes d'huile de 10 microns. Les points rouges, c'est la concentration en CO2. Les deux sont normalisés parce qu'il y a un préfacteur, mais sinon, il n'y a pas d'autres paramètres ajustables. Donc, le CO2 se disperse pareil que des grosses particules inertielles. Et ça, à nouveau, ça ne devrait pas. Et ça a demandé un petit travail pour comprendre pourquoi, en tout cas, ce n'est pas du tout le dogme dans le milieu du risque de qualité de l'air que le CO2 et les particules inertielles puissent se comporter pareil. La raison, c'est que ce qui compte, c'est le long de la trajectoire d'une particule. Quelle est la partie de vitesse fluctuante, sur quel temps elle se décorrèle. Et ce temps est beaucoup plus long qu'attendu, à la fois indépendamment de celui de l'écoulement, est beaucoup plus long qu'attendu, de sorte que les effets inertiels qui viennent lisser, qui font que les particules virales, elles vont tout droit, quand les molécules de CO2, elles suivent l'écoulement, ben, ça ne compte pas tellement. Donc voilà le résumé. Donc la formule finale, c'est que le risque, donc, qui se décompose comme le nombre de personnes totales qu'on infecterait si epsilon valait 1, si on soufflait directement depuis de nez à nez, si je puis dire. Et ce facteur epsilon qui est devant, eh bien, il est directement donné par le rapport entre la concentration de CO2 qu'on mesure à un certain endroit, spatialement, ou qu'on mesure en moyenne dans la pièce, rapporté à la concentration en CO2 de la personne qui exhale, 37 500 ppm. Moins la valeur à l'extérieur, les 412 de référence, il faut les soustraire parce qu'ils sont dans l'atmosphère partout. Et là, il y a le nombre de personnes qui intervient ici et là. M, c'est le nombre de personnes infectées. Et évidemment, plus on est nombreux dans la pièce, en présence d'une personne infectée, et plus le risque environnemental est grand. Le risque individuel, lui, il reste le même. Par contre, le risque environnemental, il croît avec le nombre de personnes, linéairement. Mais ça tombe bien parce que le CO2 croît linéairement avec le nombre de personnes aussi. Par conséquent, si on mesure le CO2 et que, disons, on n'est pas 2, avec 2, ça ne marche pas d'un facteur 2. Mais si on commence à être 20, on peut négliger le 1 qui émet du CO2 mais qui ne peut pas être infecté, alors le risque devient indépendant du nombre de personnes qu'on est, et le taux de CO2 qui caractérise le degré de renouvellement de l'air dans la pièce devient la mesure quantitative pourvu qu'on ait calibré ça. Le lambda carré qui est ici, c'est le facteur de réduction de la concentration par le masque. On l'a appelé lambda carré parce qu'il est dans un sens et dans l'autre. Le facteur lambda carré, c'est le produit, et ça, c'est si tout le monde se masque. Combien on gagne par le masque, c'est un truc à la fois douloureux et très beau. C'est que si on sait bien porter son masque, qu'on sait bien déplier sa barrette nasale, qu'on sait bien replier sa barrette nasale et qu'on porte un FFP2, c'est-à-dire celui qui va bien pour filtrer 200 nanomètres, eh bien, la valeur nominative, on l'atteint pratiquement, on est capable de diviser par 50 très facilement, même quand on n'est pas très, très soigneux, la concentration. Et pourtant, les mesures moyennes qu'on peut faire en Angleterre, ils ont imposé le masque dans les écoles
pas aux plus petits, seulement à un certain niveau. Et si on compare les contaminations dans les mêmes niveaux de taux de CO2 entre les petits qui n'avaient pas le masque et ceux qui ont juste 1 an de plus qui avaient le masque, eh bien, on voit que le masque, il protège entre 1,5 et réduction 1,5 à 1 tiers. Alors, c'est beaucoup, hein, parce que ça s'applique directement sur le taux d'amplification épidémique, sur R. C'est énorme, 1,5, 1 tiers. Mais il n'empêche qu'entre les valeurs nominales et la vraie vie, dans laquelle c'est mal porté, ça baille au nez, ce n'est pas le bon type de masque, il y a un gros facteur. Donc, qu'est-ce qui est sorti de ça concrètement? Eh bien, renforcer la ventilation intérieure des bâtiments, c'est un moyen rigoureusement non liberticide, pas très cher, utile pour tous les pathogènes. Là, on a eu quand même la triple épidémie, grippe, bronchiolite, Covid, qui nous a fait le mois de décembre avec la pire surmortalité des 20 dernières années et de loin. Eh bien, pour les 3, ça marche, quoi. Et on sait comment activer des degrés selon la circulation épidémique. Si ça se passe mal, ce n'est pas assez. Même si on n'a pas calibré ça, on sait qu'on peut jouer là-dessus pour monter les choses. Donc, pourquoi? Donc ça a été vraiment la très bonne surprise des centres commerciaux, c'est que tout établissement recevant du public a des installations de désenfumage qui sont 8 fois plus performantes que la ventilation dite de confort, qui fonctionne parce qu'elles sont surveillées parce que c'est ça qui, en cas d'incendie. Et il est apparu qu'il n'y avait aucun problème de législation pour les activer pour autre chose. Et que par conséquent, tous les lieux recevant du public ont les moyens déjà installés en cas de problème de faire 5 minutes de désenfumage, de réarmer la sécurité. Donc, c'est ça qui font dans les centres commerciaux français. Et il y a une loi qui est passée en Belgique après que le président de Wallonie soit venu dans mon bureau prendre un cours particulier de risque, qui est décevante du point de vue strict, qui existe et qui sera mis en application cinéma, boîte de nuit, bar, resto, dans 6 mois. Là encore, vous voyez le temps du politique pour réagir au consensus scientifique de juin 2020. C'est à la fin de l'année 2023 dans un pays européen. Pourquoi? Parce que le président de Wallonie a fait une licence de physique et par conséquent, ça lui parlait. Donc voilà à quoi tient qu'un pays fasse et d'autres pas. Donc il reste ce facteur H-bar qui est quand même, si on veut être sérieux, il faut quand même arriver à en dire quelque chose, comment il est dispersé, comment on le mesure. Et là, il y a une première chose pour les physiciens qui ne sont pas au contact des biologistes, de particulier, c'est qu'en physique, une quantité, c'est quelque chose qui a un sens absolu. Un nombre d'atomes, un nombre de grains. Bon, en biologie, un nombre de particules virales n'a de sens qu'associé avec la méthode de mesure. C'est la quantité au sens de telle mesure. Par exemple, si je veux utiliser la RT-PCR, eh bien, ça va compter un nombre de particules virales au sens de la RT-PCR, c'est-à-dire qu'il va être le virus peut être complètement endommagé, être totalement incapable de se répliquer, même sur la cellule la plus favorable, c'est 1. Et ça compte. Bon, voilà, c'est une mesure. On peut demander que le virus se réplique. Pour ça, pour les compter, on les dépose sur un tissu cellulaire. Le tissu cellulaire, on le choisit. On choisit de l'épithélium nasal de singe, on choisit de l'épithélium de la gorge, on choisit l'épithélium pulmonaire, toute autre chose. Et on compte en nombre de plaques cellulaires qui ont été infectées par le virus qui s'est répandu autour.
Et ce comptage, eh bien, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, que ça, ce n'est pas une propriété intrinsèque du virus. On ne peut pas dire que le virus, il est réplicable. Le virus, il a une probabilité de se répliquer sur un type de tissu cellulaire. Pourquoi? Parce que les récepteurs ACE2 ne sont pas au même endroit sur les cellules. Ils fluctuent d'une cellule à l'autre. Et donc, la probabilité de se répliquer, bah, ça dépend de la capacité d'adhérer, de rentrer dedans. C'est un processus compliqué. Et donc, bah, ça dépend aussi du type de cellule, de ce qu'elles sont, cette quantité-là. Donc, voilà, pour être propre, il faut spécifier ça. Les unités sont différentes. On dit PFU pour celles qui se répliquent sur un tissu cellulaire standard, GU, Genome Units, pour les autres. Ici, vous avez une courbe qui à la fois est très jolie et d'un déficit d'éthique patent, puisque nos amis anglais d'Imperial College ont fait un programme qu'on appelle Challenge, qui consiste à infecter délibérément des patients qui ont bien voulu être infectés, sont payés pour ça. Il n'y a pas de problème d'éthique à ça, a dit le comité d'éthique. Et ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils ont envoyé 3 personnes à l'hosto. Et ces 3 personnes à l'hosto, elles ont eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'ils ont injecté dans le fond de la gorge une souche qui était proche de Wuhan 1, donc avant Omicron. Et par conséquent, on voit dans la gorge, ça c'est la quantité de virus mesurée sur un écouvillon trempé dans une solution. Et donc c'est en GU en haut, en PFU en bas. Ça c'est les réplicables, ça c'est tout ce qu'on mesure. Et donc ça monte exponentiellement d'abord. Pourquoi ça monte exponentiellement? Parce que les cellules se comportent comme une micro-société qui colonise un certain nombre d'autres cellules autour, et puis le système immunitaire réagit, le système immunitaire inné stoppe la croissance exponentielle, et puis le système immunitaire plus fin se développe pour assurer la décroissance un peu exponentielle quand on a un très mauvais système immunitaire ou qu'on a le HIV, eh bien ça ne descend pas, ça sature là. Donc ils ont eu de la chance parce que dans la gorge, ça montait moins haut, mais ça a prévenu le nez qu'il y avait déjà l'infection. Donc, les anticorps sont arrivés plus tôt, empêchant les débordements qui auraient fait que pour 3 personnes sur les personnes infectées, ça serait mal passé. Et du point de vue éthique, ça aurait été désastreux, déjà que c'est désastreux. Mais enfin, les courbes, on accepte de les regarder ou pas, étant donné qu'elles ne sont pas éthiques, mais enfin, on va accepter de les regarder. Et ça permet d'avoir l'évolution moyennée sur un nombre de patients significatif de la charge virale et d'avoir donc une bonne idée de l'infectiosité en fonction du temps après contamination. On voit en particulier ce plateau très très haut qui dure quand même 5 jours, pendant lequel on en exhale beaucoup. À droite, vous avez des expériences de réplication in vitro qui vous montrent les temps caractéristiques de réplication, à nouveau qui vous permettent de mesurer GU et PFU pour la même réplication in vitro, donc sans système immunitaire. Ça permet de calibrer sur tel ou tel type de cellules toute la partie chimique. Une fois qu'on enlève le système immunitaire et les contournements immunitaires, on a juste la partie adhésion, rentrer dans la cellule, se répliquer. Donc, ça permet d'avoir des informations précieuses in vitro sur les souches virales. Donc, là, c'est la deuxième pirouette. C'est que, aussi simple que ce soit, on n'a pas de mesure de la quantité de virus qui sort par le nez au cours du temps. Tant qu'à faire le challenge, on aurait bien aimé qu'il mesure combien sort par le nez, combien sort par la bouche, ou combien est dans la pièce autour des patients, enfin quelque chose qui nous donne en continu ça, mais on ne l'a pas. Par conséquent, on est obligé de supposer que plus il y a de virus qu'on récupère sur l'écouvillon, et plus il y en a qui sort par l'air qu'on exhale, proportionnellement. Donc, ça nous dit que l'infectiosité, eh bien, en moyenne, elle suit une courbe qu'on connaît puisqu'elle a été calibrée.
Et à partir de cette courbe d'infectiosité, donc la courbe d'infectiosité, elle définit le retard entre le moment où on a le virus et puis le moment où on le transmet. Donc, il y a les mathématiques des populations depuis le 19e siècle donnent les maths de ça. Ou dans les lasers, on a les mêmes équations hein, d'amplification du nombre de personnes infectées par unité de temps qui est égal à l'intégrale sur les gens qui ont été infectés avant fois la probabilité d'être infecté à la date T' après sa propre infection. Et on a quelques points de calibration qui sont un peu plus éthiques à regarder dans la mesure où ils n'ont pas fait exprès d'infecter tous les passagers du tous les militaires du Charles de Gaulle et tous les passagers, la plupart retraités du Diamond Princess. Pour le Charles de Gaulle, il a été conçu à un moment dans lequel on craignait les attaques chimiques. Enfin, on craint toujours les attaques chimiques, c'est pas ça que je veux dire. Mais par conséquent, la ventilation, elle est faite vraiment pour avoir des grandes quantités d'air dedans et qu'on puisse tout fermer. Donc, et dedans, on fait circuler pour que les gens ne soient pas asphyxiés. Donc, c'est vraiment un caisson de contamination très perfectionné. Le Diamond Princess, il y avait moins 5 degrés dehors. Et donc, ils ont réglé la ventilation avec peu d'air neuf, beaucoup d'air recyclé. Et c'est climatisé, les bateaux de luxe. Hein. Donc, alors, ça circule de manière non locale. Donc, c'est des réacteurs optimaux. Et l'armée a été très bien, elle a documenté le nombre d'infections, à quelle date les gens allaient chez le Toubib. Et là, c'est que des jeunes. Donc, le seul qui a eu un problème, c'est un officier, mais problème léger. Tous les jeunes, ils ont été infectés, mais ils n'ont pas eu de choses lourdes. Donc ça permet, sur ces deux cas-là, dans lesquels on connaît la ventilation et les courbes de croissance du nombre de personnes qui ont le virus, de caler les valeurs de H-bar pour ça et de travailler. À partir de ça, quand on veut aller donc ça, c'est un point de référence. Quand on veut aller de variant en variant, on utilise les moments dans lesquels les deux souches virales sont en train l'une de décroître et l'autre de croître. Et ça permet d'être sûr que toutes les conditions sociales sont égales entre les deux virus, puisque les gens font la même chose qu'ils aient une souche ou qu'ils aient l'autre. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse. Ces zones de croissement, elles permettent de mesurer les rapports de H-bar pour la souche suivante divisée par la souche d'avant, en se débarrassant de tous les aspects sociaux de la ventilation. On a juste les rapports qui comptent. Donc, ça permet à la fin d'avoir une série de courbes donc, qui s'arrêtent avec les premiers Omicron, parce que maintenant, la situation après BA.2, elle est qu'il y a des gens immunes, mais il y a de l'échappement immunitaire. Maintenant, on a une soupe de 4 variants en même temps. Enfin, c'est plus possible de faire les maths propres là-dessus. Donc, jusqu'à BA.2, c'était possible. Et donc, on voit, par exemple, le nombre de virus qui sont exhalés au sens de la RT-PCR. Eh bien, c'est autour de 10 puissance 14, si je lis bien ce que j'ai marqué, 10 puissance 14 virus exhalés au cours des 15 jours où on est infecté. En nombre de quanta, donc ça c'est directement le H-bar que j'ai défini, eh bien, on lit et on voit ce que l'évolution fait. Elle optimise et donc, graduellement, au fil des variants, on émet de plus en plus de quanta infectieux, que ce soit parce qu'on augmente la charge virale ou que ce soit parce qu'ils sont plus infectieux. En voie haute, hein, en voie haute. En voie basse, il n'y a aucune pression de sélection en voie basse puisque la voie basse, c'est après. Donc, c'est absolument innocent. Le virus, il peut vous faire mal, il peut pas vous faire mal. Ça n'a aucune importance sur le fait que ça croisse ou pas. Croître ou pas, c'est infecter la voie haute. Ici, je compare en GU
donc toujours sans que ce soit les particules réplicables. La dose infectieuse en voie haute, c'est-à-dire combien vous inhalez en moyenne de virus pour avoir une probabilité significative d'être infecté. Donc, c'était autour de 2 10 puissance 5 au départ, et puis ça décroît. Le fait que ça décroît, la dose est plus petite, ça veut dire que vous êtes infecté beaucoup plus facilement. Ça, il s'optimise de ce point de vue-là. Vous voyez la courbe en bleu, c'est l'effet de la vaccination sur cette dose. Au début, la vascularisation faisait circuler les anticorps, et par conséquent, ça augmentait d'un facteur, ici on lit 3 pour ce point-là, ça augmentait d'un facteur 3 la dose qu'il faut pour être infecté. Donc ça protège d'un facteur 3. Et puis, vous voyez, à partir d'Omicron, il reste quelque chose, mais c'est 1,2, 1,3, enfin, c'est pas rien. Et puis, je pense que ça c'est moyenné au cours du temps. Donc, si vous avez une dose fraîche, pendant un mois, vous avez quand même un effet un peu plus grand que ça. Et là, vous avez la même courbe, mais pour les poumons. Donc, ça boucle avec ce que j'ai dit en préambule. Vous voyez la dose pour infecter les poumons. L'effet du système immunitaire, ça fait qu'il faut 10 puissance 5 fois plus de virus pour infecter les poumons, pour infecter les voies hautes. Donc, vous comprenez pourquoi il y a une probabilité très faible que le virus, vous l'inhaliez directement au fond des poumons et que ça contamine les poumons d'abord. Non, ça contamine en voie haute parce que le système immunitaire vous fait des ordres de grandeur entre les doses infectieuses, voie haute, voie basse. Je conclus sur la situation épidémique. Il y a un effet sur le nombre de patients à l'hôpital, qui est que ça se cumule sur le temps, si bien que la moyenne, ce qu'on voit, c'est des oscillations régulières absolument magnifiques, avec une période de 14 semaines, c'est-à-dire 5 vagues par an. Donc, on a une sorte de période intrinsèque du phénomène qui est là. C'est en train de ralentir probablement. Et on peut imaginer que pour un virus dans lequel cette période spontanée, ça colle à peu près avec une année, ça devienne saisonnier et une maladie hivernale. Mais pour l'instant, ce n'est pas saisonnier du tout. Et surtout, autour des oscillations, c'est surtout que ça ne descend pas, quoi. C'est surtout que ça ne descend pas. Donc là, on est en ce moment dans la descente de ça, et je n'ai pas mis à jour ce matin, j'avais la flemme, mais on est sur le petit plat ici. Et là, on va avoir une nouveauté. Donc la montée, c'est simple, il y a une fraction de la population qui a un échappement immunitaire, ils se font réinfecter, jusqu'à atteindre 10% de la population pour une de ces mini-vagues. Et puis là, on est à l'immunité collective, donc ça redécroît sur la vague, mais pendant que ça redécroît, pendant la vague, il y a eu des mutations proportionnellement au nombre de personnes infectées, même au nombre de virus qui se sont répliqués dans les corps des personnes infectées, donc beaucoup de mutations. Ces mutations trouvent un échappement immunitaire en voie haute, avec un petit espoir qui est que la soupe de variants, il y en a des dizaines et des dizaines très différents, ils trouvent en ce moment leur échappement immunitaire par la même solution. Il y a une convergence évolutive qui laisse un espoir, parce que c'est plutôt bien quand même quand on sent que l'évolution est canalisée. On a plus d'espoir que derrière ça se referme un jour. Mais enfin, pour l'instant, et donc là, la vague qui est en train de monter, c'est une vague à 4 variants. Autrement dit, on peut penser que graduellement, les mutations sont en train d'être remplacées par les combinaisons, parce que ça devient quand même très probable d'être bi-infecté. Quand il y a 4 variants au même degré de circulation, ça devient… et là, les machineries de… La mutation, ce n'est pas très efficace, mais les recombinaisons, pour arriver à faire de l'échappement immunitaire, c'est pas mal. Et on a un gros espoir, c'est que,
J'ai mis celui-là, le vaccin nasal français, comme il y a très peu de moyens, il y a une ANR pour le vaccin nasal français. Le passage des tests zéro sur petits animaux avant de passer aux primates, c'était il y a déjà 14 mois ou 16 mois, il y a longtemps. Mais il n'y a pas d'argent pour développer le vaccin qui marche, quoi, celui qui marche pour couper les transmissions. Mais il y a l'annonce d'un vaccin en Inde qui a été mis sur le marché il y a 2 jours, dont il n'y a pas de papier pour voir s'il marche. Voilà, il n'y a pas les articles, mais on peut espérer que la science indienne fasse bien les choses. Il y a du travail, le travail des ingénieurs et des physiciens. Il n'a presque pas avancé. Il y a des blocages à nouveau qui sont phénoménaux. Je vous donne 2 exemples de choses qu'il faudrait qu'on fasse collectivement et pourquoi ça bloque. Le moyen, donc quand un propriétaire de centre commercial vous dit « il faut m'aider à réouvrir », dites bah, « c'est facile, vous filtrez l'air que vous renvoyez dans le centre commercial, vous débarrassez l'air de ça. » Ah oui, mais pour faire ça, ça va coûter, il faut des moteurs plus puissants de ventilation pour passer les filtres. Ou quand vous dites à la SNCF, vous n'avez pas de problème de ventilation parce que vous avez les ouïes du TGV qui captent l'air du TGV. Donc là, c'est directement la motorisation du TGV qui fait la prise d'air. Et en plus, ça ne coûte pas cher, ça vous coûte 50 millions pour tous vos TGV. Bon, ben là, ils disent non, mais ils disent non pour le principe. Ils ne veulent pas investir 50 millions pour mettre des filtres. Mais il y a un système, c'est que les UVC, on dit que ça marche très, très, très bien. Le soleil, ça décontamine très, très, très bien. Et pas seulement le virus, beaucoup de pathogènes. Donc, c'est un investissement pérenne. Simplement, il n'y a pas de boîtes qui vendent des néons. Enfin, il y a des boîtes qui vendent des néons UVC. On peut les acheter en Chine, c'est 8 € un néon. Mais un propriétaire de centre commercial ne peut pas installer dans ses veines de retour d'air des néons. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'y a pas de normes. Pourquoi il n'y a pas de normes? Parce qu'il n'y a pas de mesure. Pourquoi il n'y a pas de mesure? Parce qu'il n'y a pas de programme de recherche pour mettre du virus, le flasher aux UV avec telle puissance, pendant telle durée, et faire les courbes d'ABAC. Et avec 4 techniciens de biomoléculaire pour mesurer en fonction du temps comment ça s'est décontaminé. Il n'y a pas de normes, donc il n'y a pas de PME qui vendent les systèmes. Et pourtant, vous mettez des néons dans des veines de retour d'air et très probablement, ça décontamine l'air. Et c'est un système qui marche très, très bien, qui ne vous fait pas de perte de charge, qui marche avec la motorisation existante. Donc là, ben, je ne sais pas comment on sort de la partie kafkaïenne du jeu, c'est-à-dire comment on arrive à faire les mesures, à trouver l'argent pour payer pour des patouilles. Et c'est un peu ça pour tout, c'est-à-dire les purifications intérieures. Donc, c'est un gros ventilateur avec un filtre qui filtre 200 nanomètres qu'on met devant. Et donc, on fait passer l'air dedans. Donc, ça, 3M, la compagnie qui fabrique les bons filtres HEPA, ne les vend pas en Europe. Elle les vend en Amérique du Nord, mais elle ne vend pas en Europe. Elle ne veut pas les vendre en Europe. Et pourquoi? Il n'y a pas de raison. Donc là, c'est pas l'État, c'est des raisons qui sont infinitésimales qui font ça. Comment est-ce qu'on peut mesurer la qualité d'une installation comme ça? Ça demande d'avoir des particules de 200 nanomètres et de pouvoir mesurer la concentration. On sait faire, mais c'est des appareillages qui coûtent très cher pour mesurer la pollution, cette tranche. Vous voyez, si vous avez à mesurer des particules qui font 4 microns, c'est de la rigolade, ça coûte 5 € de mettre une source de lumière et un capteur en face et un coup de Beer-Lambert et vous avez la concentration. Mais 200 nanos, on fait comment? Bon, il nous faut un truc pas cher, c'est-à-dire 100 €, 200 € pour avoir le système, qui nous permettent d'en balancer beaucoup dans la pièce, que ça ne vienne pas contaminer les gens avec autre chose. Donc, il faut que ça soit inoffensif. Il faut qu'on en mesure la concentration. Bon, ça, c'est d'utilité publique de savoir faire ça.
que ça soit par des techniques de production de trucs biologiques sur lesquels on fait des dosages biologiques, mais il ne faut pas que ça soit cher si on veut que ça soit utilisé. Donc, ça, il n'existe pas de système de mesure in situ en France qui soit à la portée des collectivités publiques pour arriver à monter la qualité de l'air au niveau de la qualité de l'eau, puisque c'est ça dont il s'agit. La qualité de l'eau, c'est admis depuis un siècle, depuis le choléra et l'école pastorienne, que la qualité de l'eau, c'est important. Bon, la qualité de l'air intérieur, c'est important. Il y a les pathogènes qui circulent, et donc, ça demande une sorte d'arrière-fond technique pour arriver à ce que ça passe. Et j'imagine aussi que les scientifiques qui ont porté, il y a un siècle, la question de l'eau, se sont heurtés eux aussi à un monde politique, à un monde industriel, etc. Donc, ce n'est pas que ça a été facile pour les autres et c'est dur pour nous de faire ça. Voilà la situation, et tout est de tout ordre et apprécié évidemment sur ces objectifs de santé publique globaux. Merci.